es né à La Havane. À La Havane. Et toi, tu es né à Perpignan. Et moi, je suis, alors pas loin, je suis né à Montpellier. Ah. Qu'est-ce que tu penses de Cuba? On en est où au niveau de la situation politique, économique? C'est un pays qui est très très cher à ton cœur. Comment tu vois les choses? Mais merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Comment je pense la situation à Cuba. Donc je vais redevenir le politique puisque tu as oublié de rappeler que j'ai. Je vais le dire tout à l'heure. Voilà, donc et t'as intérêt à t'accrocher d'ailleurs, parce qu'un Ouais. mec qui était écolo, hein, bon. Alors. Député deux mandats, 2012-2022. J'ai évidemment un lien très particulier avec Cuba et je suis ce qui se passe. Ce dont on ne se méfie absolument pas, c'est que les États-Unis ont mis en place des règles, des lois extraterritoriales. Probablement que Karine est au courant puisque ça doit interférer dans les contrôles. Les lois extraterritoriales permettent aux États-Unis de vous contrôler par rapport à ce que vous feriez sur Cuba. Et d'ailleurs, qui veut me donne son compte en banque. Je lui fais 3 versements de 10 € en mettant Cuba. Il n'aura jamais le 3e et il sera appelé par sa banque parce que c'est interdit d'avoir des liens autour de Cuba. Et ça, ces lois extraterritoriales, j'ai plombé l'ambiance. J'avais dit que Karine était lumineuse et que moi je plomberais. Non, on va les gratter après. Et ça, ces lois extraterritoriales, c'est un test. Et moi, je suis très inquiet, surtout avec Trump. C'est un test des Américains pour voir comment ils peuvent contrôler ce qui se passe chez vous depuis les États-Unis, ce qui se passe chez nous depuis les États-Unis, ce que nous pouvons décider. Et évidemment, à Cuba, on parle souvent d'un embargo qui serait léger. Non, c'est le blocus. C'est le blocus total. Et je ne ferai pas la liste de tout ce qui est interdit. Même les dons ne sont pas possibles en termes d'accès. Les Suisses avaient récolté un container de matériel médical qu'ils n'ont jamais pu envoyer à Cuba, par exemple. Ouais, donc un pays qui est en forte contrainte. Ça ne veut pas dire que je cautionne le régime en place. Je dis simplement que nous devons avoir un regard extrêmement différent. Et n'oubliez pas que la plus grande prison à Cuba de prisonniers politiques, elle est à Guantanamo, sous administration américaine, depuis 125 ans. François Michel, pardon, mais tu as... non, je t'en prie, mais c'est très bien. Il y avait une question et tu as très bien répondu. Concernant, donc tu as également créé un cercle qui concerne quelqu'un qui a été le premier président noir, premier maire noir de Paris et qui est décédé en 1901. C'est qui ce monsieur? Alors voilà, Severiano de Heredia, né comme moi à La Havane, mais un peu plus tôt. Il y a une BD, il y a un livre, on va en parler. Severiano de Heredia est né de la relation entre Ignacio et une fille d'esclave. Cette fille d'esclave lui donnera un garçon qu'il adoptera avec sa femme officielle, son épouse officielle, une Française. Et il est vraiment noir. Et à l'âge de 10 ans, au moment des révoltes à Cuba, Severiano de Heredia arrive en France avec sa mère. Beaucoup d'argent. Il fait Louis le Grand, le lycée Louis le Grand. Il devient l'un des plus fameux journalistes critiques d'art. Il parcourt l'Europe, il parcourt les 180 théâtres de Paris. On est en 1870, 1875, par là. Il est évidemment franc-maçon, il s'engage en politique. C'est l'un des plus puissants acteurs de la laïcité, de l'éducation populaire pour tous. C'est un des rares qui demande l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes pour le droit de vote des femmes en 1875. Oui, c'est ça. Il deviendra maire de Paris, plus exactement président du Conseil de Paris. Donc, c'est le premier maire noir. Et si on veut aller plus loin dans l'expression, le seul maire racisé de toutes nos grandes villes de France en 200 ans de République. C'est-à-dire que la France n'a pas encore réussi, au bout de 200 ans, à avoir autre chose que moi, ou mon clone féminin, c'est-à-dire une blanche, un blanc, à la tête de l'une de ces 20 villes, hormis une fois avec Severiano de Heredia. Il deviendra député et le Premier ministre de couleur noire d'Europe. C'est grâce à lui, probablement que d'autres l'auraient fait, que le métro a été lancé. C'est par lui que la Tour Eiffel a été contrôlée. Bureau Veritas ne devait pas être bien loin pour contrôler la construction de la Tour Eiffel. Karine était née, mais on l'a décongelé ce matin, donc voilà. Il a, juste pour vous donner 2 éléments de quelle puissance il était, intellectuel, de présence dans cette France du début de la Troisième République. Il était président de la Philotechnique, c'est les universités populaires pour les adultes, puisqu'il y avait l'école laïque et gratuite pour les enfants. Pendant 4 ans, le mandat le plus long qui n'ait jamais existé. Il a succédé à un Victor Hugo et il a transmis à un Jules Ferry. Oui. Donc, les voisins sont sympathiques. Voilà, donc il est de cette France que nous aimons qui fait que ce que nous sommes là. Et tu as monté un club, c'est ça? Et voilà, et nous aujourd'hui, on est sur sa mémoire parce que je vais arriver au sujet. Il perd malheureusement son fils très jeune. 3000 personnes derrière le corbillard. Tous les journaux saluent,
la mémoire et sont sur la peine de cette perte. 15 ans plus tard, il meurt. Il y a très peu de journaux qui en parlent. 30 personnes à son enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le racisme d'État est arrivé. Et la France, qui colonise l'Afrique noire, a une politique raciste qui nécessite de dire que l'infériorisation des races. Et c'est pour ça qu'il sera effacé, qu'il n'y a aucune trace de lui sur le XXe siècle. S'il vous plaît. Il n'existe aucune trace, sauf un marbre où on a gravé tous les noms des présidents et des maires de Paris, à l'hôtel de Paris, dans sa loge dont il était le vénérable, à l'Assemblée, ce ne sont que des archives, etc. Même son dossier de police est falsifié, puisqu'il s'appelle Stanislas de Heredia, et par hasard, il est redécouvert en 2010, tu as dit qu'il est mort en 1901, 1901. Et on est en train de reconstruire sa mémoire. Pourquoi? D'abord, pour lui rendre hommage, parce qu'il a fait un super boulot. Pour saluer, mais aussi pour rappeler que la France, elle est multiple, elle est diverse, elle est de cet enchantement, que ce soit ceux et celles qui habitent dans d'autres territoires, je pense notamment à l'outre-mer, ou que ce soit ceux et celles qui sont nés dans d'autres pays et qui sont venus et qui font notre force. Et je pense que dans l'équipe de volley aujourd'hui, de féminine, masculine, dans nos équipes diverses, dans nos sports, les médailles des Jeux Olympiques, nous devons à cette France très diverse, mais nous ne savons pas la reconnaître. Et donc, nous lançons un périple en voilier qui partira de Sète, qui ira jusque dans les Caraïbes, à Cuba, ramènera le buste de Severiano de Heredia qui manque. Vous allez à l'hôtel de Paris, vous avez tous les portraits, bustes, sauf le sien. Ouais, c'est pas normal. Qui manque. Et en même temps, nous Est-ce que tu cherches des sous pour ça? Tu cherches des sous? Et évidemment qu'on cherche des sous pour ça. Comment on je peut peux aider? donner mon 06. Mais dis-moi, 10 ans, député, écolo. Et donc, tu es un fan de Sandrine Rousseau. Ah, on avait dit que tu n'en parlerais pas. Non, mais elle est insupportable, cette femme, non? Mais alors, qui l'aime bien ici, juste pour voir combien je vais perdre d'adhérents, là, c'est... J'ai écrit un livre. Chut. Nous sommes très ouverts ici. J'ai écrit un livre avec Walter Staël sur l'économie circulaire, puisque 10 ans, Allez, on y 10 va. ans à l'Assemblée nationale, je suis surtout celui qui a fait émerger, qui porte, qui structure, qui avance sur l'économie circulaire. Personne n'en parlait. J'ai saisi le sujet en 2012, créé l'Institut national de l'économie circulaire, écrit les premières lois, les premières normes, les premières réglementations pour que Bureau Veritas puisse vivre. Sinon, ils n'avaient rien pour cela. Depuis, j'ai cofondé la Société savante des chercheurs. Nous sommes 300 chercheurs français, la plus grande société savante au monde qui regroupe des chercheurs tant sur le recyclage que sur les changements de comportement, le nouveau droit commercial, les nouvelles normes, les problèmes de comportement, les nouveaux marketing. Nous avons des congrès et ce livre référence avec Walter Staël. Économie circulaire et performance, c'est pas un peu antinomique comme truc ça? C'est un duo et c'est un mariage naturel ou pas? Alors d'abord saluer Walter Staël qui m'a demandé de l'aider. Walter Staël a 80 ans et le pionnier de la pensée de l'économie circulaire en Europe, avec un texte fondateur en 1976 auprès de la Commission européenne et qui n'était pas traduit en France. Ces analyses, on a co-construit ce livre. Ce n'est pas antinomique. On va faire très très vite parce que j'ai déjà plombé une fois, je vais la plomber 2 fois la soirée. Tu es parfait, franchement. Nous consommons, nous avons besoin, pour ce smartphone qui fait 200 grammes, nous avons besoin de 70-100 kilos de matières premières. C'est ce qu'on appelle l'empreinte matière. Chaque Français, moi le premier, on a besoin de 20 tonnes par an de matière vierge. Or, la planète ne peut en redistribuer par rapport à son cycle de renouvellement que 5 tonnes en égalité parfaite. Donc nous prenons 4 fois plus que ce qui nous serait attribué dans nos modèles aujourd'hui. L'ADEME a tiré le sonnette d'alarme, l'ADEME que vous connaissez, l'Agence de la transition écologique, a tiré la sonnette d'alarme l'année dernière, et va lancer un travail parce que nous ne savons pas comment on peut construire un modèle sur lequel nous consommerions moins de matières premières. Mais il est hors de question, évidemment, de rentrer dans une décroissance et un retour à la bougie, comme certains peut, d'une manière ou d'une autre, le laisser entendre. Et c'est le sens, pour répondre à ta question, Alain, économie circulaire, c'est une économie de performance sur ses limites planétaires pour retrouver des modèles qui permettent à nous et à nos enfants d'avoir une vie heureuse, facile et non une restriction,
et en même temps qui respecte les limites planétaires. Voilà ton quotidien aujourd'hui. Donc ce livre, il est chez Duno, hein, donc tu es co-auteur, on va dire. Hein. Exactement. Et on peut l'acheter également ce soir. J'espère qu'on en a pris quelques-uns. Sinon, ça sera fait la prochaine fois, et ça sera vraiment fait la prochaine fois. Ton quotidien, c'est quoi? Donc tu continues à chercher, tu continues à conseiller les entreprises, à t'intéresser au monde, au vivant et à l'absolu. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises en termes de stratégie. Sur l'économie circulaire, de repenser, notamment on veut monter sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, sortir de la vente des produits et louer l'usage, ne pas acheter un appareil caméra, mais louer juste ce soir et puis passer à un autre. Donc ce sont des modèles qu'on présente très bien là-dedans, oui, et qui sont complexes et qui nécessitent des changements en profondeur. Et donc ma vie navigue entre évidemment servir mes clients qui me font confiance et nourrir la recherche des réflexions, puisque je suis également le porteur, l'initiateur des concepts supply chain circulaire, c'est-à-dire qu'il faut tout réorganiser, tout réagencer. Comment on fait dans un monde où on sort du linéaire, c'est prélevé quelque part, transformé, ça arrive, on le consomme, on le jette, alors que l'on va rester dans un monde où tout tourne entre les uns et les autres, et on évite, de ne pas utiliser, et de jeter. Ce sont des approches totalement différentes. Pour rester dans la métaphore du sport, ma dernière diapo, quasiment l'une des dernières diapos que j'aurai plaisir à vous présenter, c'est le rugby est né à Rugby, et le football, c'était des jeunes qui voulaient jouer différemment au rugby, et c'est un schisme. Ils sont sortis puisque je sais qu'après on va parler du Paris FC, ils ont créé leurs propres règles pour pouvoir jouer au football. Chacun comprendra qu'on ne peut pas jouer au football avec les règles du rugby. On ne peut pas jouer à l'économie linéaire, extrêmement consommatrice, destructrice, générateur d'effets climat, d'impact sur la biodiversité, qui épuise nos ressources. On ne peut pas jouer avec les règles de l'économie linéaire à l'économie circulaire, et c'est tout ça qui est à écrire, et c'est sur ça que je travaille aujourd'hui. Tu sais quel est le premier club de rugby en France et de foot? Le premier, première ville qui a accueilli un club de foot et de rugby. Et le Havre pour le foot, en foot professionnel, et probablement le rugby aussi. Absolument. Et c'était en HAC. Oui. En quelle année? En 1866. Pas loin, 72. Bon. Voilà. Et pour terminer, tu vis dans le Gers. Oui, Jérôme. Tu vis dans le Gers, quoi. Et il paraît que tu as un souvenir ému. Côté vin, on est quand même au wine business. Ouais. Du millésime 1959. Pourquoi? Alors, il n'est pas du Gers. Hein, c'est mon grand-père qui, lui, est même né au 19e siècle, avait acheté des Bourgognes qu'il a passé à son fils, donc mon père, qui lui-même a passé à son fils, donc moi, parce que j'ai 2 sœurs. Et on a bu, heureusement, avant que mon père disparaisse, ces bouteilles qui avaient traîné de vraies caves, caves calcaires, etc. Mais l'humidité avait tout grignoté, et on savait que c'était un Bourgogne. Il restait du 59, et là tu flippes comme un malade. Oui. Tu te dis, c'est tout ou rien. C'était tout. C'était fantastique. François Michel Lambert, économie circulaire, plus plein de choses. Son 06 à la disposition, si j'ai bien compris. On applaudit chaleureusement. Merci d'avoir été présent, et merci également à Denis Adjedge.